une mainmise ou une influence importante dans le cadre de ce grand CFA. Maintenant, il s'agit de passer à l'écho UMOA. Parce que lorsqu'on parle de l'écho, il ne faudrait pas faire de confusion entre l'écho UMOA et l'écho CEDEAO, bien entendu. Même si au niveau de l'UMOA, la tendance était de reprendre le nom écho, alors qu'il y a un processus qui avait déjà été initié depuis très longtemps pour aller vers l'écho CEDEAO. Donc, l'écho était destiné au départ à la monnaie unique de la CEDEAO et la dénomination était reprise, comme je l'ai dit tout à l'heure, par l'UMOA, chose dont les chefs d'État de la CEDEAO avaient pris acte à la 56e session d'Abuja en 2019 et estimé qu'il facilitera l'intégration de l'UMOA dans le monétaire de la CEDEAO. Justement, c'est dans ce contexte de transition qu'on assiste à des revendications souverainistes. Après d'abord des travaux effectués par d'éminents chercheurs, des revendications reprises par des organisations de la société civile, et de plus en plus, ce sont des régimes qui portent ces revendications, notamment les régimes du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée et maintenant du Niger. Alors, il faut rappeler que ces trois régimes ont quelque chose en commun. Ce sont des régimes issus de coups d'État. Donc, c'est ce qui nous amène au cœur de notre communication que j'avais mentionné tout à l'heure. Alors, quand on ne peut pas parler de souveraineté monétaire, c'est vrai que c'est le cœur du sujet de la communication, mais on ne peut pas parler de souveraineté monétaire sans l'inclure dans la souveraineté politique ou la souveraineté de l'État de manière générale. Parce que la monnaie est à la fois, je cite, un objet politique, idéologique, identitaire et souverain. Fin de citation. De même, quand on parcourt les statuts et les accords monétaires, il est inévitable que les décisions prises soient avant tout l'affaire des exécutifs, l'affaire de l'autorité politique. Donc la souveraineté monétaire apparaît comme un champ spécifique de la souveraineté politique. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails de la souveraineté monétaire. Je pense que les éminents professeurs ici présents auront l'occasion, bien entendu, de revenir sur ces différents aspects. Dans ce contexte d'interdépendance dans lequel nous nous baignons, où nous nous trouvons, est-ce qu'il y a une place pour la quête de la souveraineté, quelle qu'elle soit? Les doutes exprimés sur l'écho UMOA ne sont pas, au fond, une revendication de plus de souveraineté. Donc, voici en quelque sorte cette problématique-là qui sera au cœur de cette communication. Et la problématique sera traitée en lien avec les pays en transition qui semblent avoir le même destin face à la CEDEAO, étant donné que ce sont des pays qui ont été suspendus ou sont suspendus et qui ont subi aussi des sanctions du fait des coups d'État. Mais il faut mentionner que ces pays n'ont pas forcément les mêmes intérêts ni les mêmes enjeux constants à défendre. Pour notre communication, nous mettons, comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'accent sur la dimension politique de la souveraineté, même si cela appelle souvent par détour quelques réflexions sur la souveraineté monétaire. Parce que, comme on l'a dit, la monnaie n'a pas seulement une dimension économique, mais aussi à d'autres dimensions. Nous partons du postulat selon lequel la quête de la souveraineté est à la croisée des chemins dans les régimes de transition. Mieux vaut de manière réaliste impulser la logique de la coopération stratégique commandée par le contexte de l'interdépendance dans la relation internationale, tout en ne négligeant pas les logiques sociopolitiques internes. Voilà. Donc dès lors, nous serons amenés à évoquer le paradoxe autour de la logique souverainiste à l'œuvre dans la plupart des États en transition d'abord, évoquer la nécessité d'impulser les logiques de coopération ensuite, et enfin examiner les contraintes liées au contexte politique nationale et sécuritaire dans le cadre de ce débat sur la transmission ou le passage du CFA à l'ECO. En ce qui concerne le prix de cette communication, une logique souverainiste, populiste et problématique. Il s'agit ici, dans cette partie, d'évoquer les paradoxes entre les revendications et la réalité observée. Voilà. La logique de ces discours souverainistes s'inscrivent dans le cadre d'une forme de rupture stratégique avec l'avènement de ces régimes de transition qui recherchent leur souveraineté totale. Voilà.
Principalement dans la politique étrangère de ces États, on assiste à des dénonciations d'accords économiques ou militaires avec des partenaires de longue date comme la France. Et le retour vers d'autres ou l'accentuation des relations vers d'autres partenaires, comme par exemple la Russie. L'isolement est également diplomatique auto-créé par ces régimes de transition ou né des sanctions de la CEDEAO contre eux, amène par exemple la plupart de ces régimes de transition en Afrique de l'Ouest à faire bloc contre la CEDEAO et au besoin à aller au conflit armé. On se rappelle que le Burkina Faso a adopté un conseil des ministres un projet de loi autorisant l'envoi des contingents militaires au Niger, après que le Mali et le Burkina aient déclaré l'intention d'aller en guerre contre la CEDEAO au cas où il y a une intervention militaire au Niger pour le rétablissement de Bazoum en tant que tel. Voilà, donc il y a déjà des tensions entre ces États et la CEDEAO. Et tout cela est alimenté par un élément qu'il ne faut pas négliger, le ressentiment à l'encontre de la politique française ou un sentiment anti-politique française. Donc par la dénonciation des accords avec certains États occidentaux, les régimes revendiquent et proclament leur souveraineté retrouvée. Au Mali, par exemple, on commence à fêter l'anniversaire de la souveraineté retrouvée. Au Burkina Faso, les discours magnifient la souveraineté, on en a entendu ce matin. Et c'est dans cette logique aussi que s'inscrit le Niger depuis peu. Rien de mieux pour illustrer ces discours sur la souveraineté que de prendre un extrait du discours du chef du Premier ministre, bien entendu, sur la situation, un discours devant l'AFP, qui dit ceci, je cite, avec les nouveaux partenariats et la redéfinition souveraine de notre diplomatie, nous avons pu sans complexe non seulement acquérir les équipements nécessaires pour nos armées et nos PDP, mais trouver des solutions pour nos débouchés et nos approvisionnements. Désormais, les relations entre le Burkina Faso et ses partenaires se fondent dans un climat de confiance et de respect mutuel. Rien ne peut nous être imposé. L'histoire étant faite de vicissitudes, peut-être qu'un jour le Burkina Faso se soumettra encore au dictat de quelques puissances étrangères, mais ce sera après nous, pas avec nous. Nous pouvons nous tromper, mais nous agirons toujours en toute souveraineté à l'aune des intérêts du Burkina Faso. Fin de citation. Cette citation ou cet extrait du discours du Premier ministre contient en lui-même les limites de la souveraineté politique et interroge de surcroît sur la capacité du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée, du Niger à exprimer une indépendance véritable et à asseoir leur pouvoir au sein de leur propre territoire. Que signifie cette souveraineté quand on continue de réclamer ou de demander de l'aide ou à se tourner vers d'autres partenaires pour des soutiens? Donc il y a des doutes déjà même sur cette question de la souveraineté totale, cette souveraineté qu'on veut retrouver, si on continue toujours d'aller vers l'extérieur, vers les autres qui demandent du soutien. Cela nous permet, bien entendu, de dire que dans la pratique, en lieu et place de la souveraineté revendiquée, on assiste à une dépendance vécue et expérimentée. En effet, lorsqu'on évoque la souveraineté, on peut saisir les deux dimensions. L'absence de toute contrainte intérieure ou extérieure. Spécifiquement sur le plan interne, c'est la capacité de l'État à s'imposer sur son propre sol, à tel enseigne qu'aucun individu ni groupe quelconque ne puisse résister à sa volonté. Il détient et exerce la puissance publique et la compétence de sa compétence. Cette souveraineté interne, bien entendu, au regard de la pratique, n'est pas brutale. Elle n'est pas brutale, elle est limitée par la soumission de l'État lui-même à son propre droit d'abord, et également aussi par les contraintes sociales. Et sans oublier que dans le contexte actuel, cette souveraineté est également limitée par l'action de certains groupes armés. Donc, l'exercice de la souveraineté, bien entendu, étant limité dans la pratique, peut aussi, bien entendu, être encadré. Et c'est encadré par la justice en tant que telle, puisque la justice est amenée à intervenir en cas de violation de l'État par ses propres règles. Ça, c'est l'aspect interne. Cela montre qu'il est illusoire de revendiquer cette souveraineté absolue sur le plan interne. Sur le plan externe, la souveraineté renvoie à l'indépendance de l'État, mais il s'agit essentiellement ici de l'indépendance juridique. Dès lors, tous les États peuvent revendiquer au nom
de cette égalité, leur souveraineté, quelle que soit leur statut. Il ne peut en être autrement quand on examine la structure des relations internationales qui se veut, selon les spécialistes anarchiques. L'anarchie dans les relations internationales, ce n'est pas en quelque sorte le désordre. Cela veut dire que tous les États étant sur un pied d'égalité, il n'existe pas un État qui soit supérieur juridiquement aux autres États. C'est ça le concept de l'anarchie dans les relations internationales. Et cette anarchie dans les relations internationales repose sur l'égalité, bien entendu juridique, mais qui ne doit pas être confondue avec l'égalité dans les faits. Parce que si en droit les États s'estiment égaux, dans les faits les États ne sont pas égaux. Il existe une inégalité. Et au regard de cette inégalité, alors peut se mettre en place des schémas de domination de certains États sur d'autres États. Aucun État ne peut s'estimer totalement indépendant ou souverain, même pas ceux que nous considérons comme étant les puissances. Parce que ces puissances que nous considérons comme étant telles ont aussi besoin des autres États dans le cadre de leur politique, dans le cadre de leurs intérêts. Voilà. Sinon, si ces États n'avaient besoin de personne, ces États ne seraient pas venus sur notre continent où nous ne contracteraient pas avec les autres. Donc, c'est pour leurs intérêts que ces différents États aussi se trouvent en collaboration avec les États comme le Burkina Faso ou autres. Donc, ces États ne peuvent même pas aussi exprimer cette souveraineté absolue. Donc, dans cette perspective, bien entendu, de ce discours souverainiste que nous entendons par-ci, par-là, dénoncer une politique française paternaliste et exploitant pour se tourner vers d'autres puissances également impérialistes, comme la Russie ou la Chine, ou n'importe quel autre État, est encore une perpétuation de ce qui est dénoncé par les régimes de transition. Donc, on ne peut pas dire une chose et faire le contraire. Particulièrement, l'enclavement géographique du Burkina Faso et du Mali sont des données à ne pas négliger, car cet enclavement renforce notre dépendance envers l'extérieur et même envers les pays de la sous-région. Voilà. En ce qui concerne la souveraineté monétaire de manière spécifique, voilà, elle n'est pas non plus un acquis. Parce qu'objectivement, quand on parcourt le traité de Lisbonne et les accords monétaires avec la France, il ressort qu'il n'est point besoin de parler de souveraineté monétaire de chaque État d'abord et de l'Union ensuite. Parce qu'il y a des limites juridiquement consenties par les États et ce, dans le cadre même de leurs lois fondamentales, à savoir leurs différentes constitutions. Parce que les constitutions permettent aux États d'appliquer une partie de leur souveraineté en allant dans des unions ou dans des organisations internationales, comme on peut le voir dans l'article 146 de la Constitution burkinabé, l'article 180 de la Constitution malienne, l'article 74 également de la Charte de transition en Guinée. Et en parcourant l'accord de coopération entre le gouvernement de la République française et les gouvernements des États membres de l'Union de l'UMOA, l'accord qui date de 2019, il est également difficile de soutenir une indépendance avec la France, malgré la tendance à aller vers la modernisation de ces relations et la prise en compte de déficits faits au CFA. Donc, en 2019, dans les accords, on mentionne également qu'il existe cette convertibilité illimitée en euros, donc elle reste inchangée. La parité fixe avec l'euro reste inchangée. La centralisation des réserves d'échange n'est certes pas une obligation, mais la pratique se poursuit. La présence des représentants français dans les instances techniques de la BCEAO est édulcorée car une personnalité indépendante et qualifiée sera nommée par le Conseil des ministres de l'UMOA en concertation avec la France. Et la France pourra désigner à titre exceptionnel un représentant avec voix libérative en cas de risque d'appel en garantie. Donc la France est toujours dans le circuit. La BCEAO, cette banque centrale, devra transmettre des informations techniques à la France pour mesurer l'évolution et lui permettre de se faire une idée sur les risques en cours. Parce que la coopération ne doit pas être au détriment de la France. Puisque la France est garante, alors la France doit être en mesure d'avoir des informations pour savoir quels sont les risques. Voilà. Et en cas de crise, l'un des signataires peut demander une réunion au haut niveau en cas de risque. Et l'un des signataires, la France étant l'un des signataires, il est possible que la France aussi puisse. Voilà. Donc, comme on le voit à travers ce changement du CFA vers l'éco UMOA, la France reste toujours présente en tant que telle dans le schéma monétaire de l'UMOA. Donc nous sommes plus face à un changement symbolique de dénomination qu'à des réformes profondes en vue d'atteindre une certaine autonomie.
Et pour illustrer cela, je cite un extrait d'un rapport du Sénat français sur, bien entendu, le projet de loi qui avait été adopté à l'Assemblée nationale. L'extrait dit ceci: la révision de l'accord de coopération monétaire modernise ses principes de fonctionnement sans revenir sur ses caractéristiques fondamentales. Donc, ce qui veut dire que dans le fond, il y a encore ici cette dépendance ou cette liaison étroite envers la France. Voilà. Même si un système sans la France est réalisé, il impliquera nécessairement un emballement passé de souveraineté. Tout système a ses avantages et ses inconvénients. Donc, montrer ici qu'il est difficile, dans ce contexte, de proclamer ou de vouloir une souveraineté réelle, une souveraineté absolue. Donc, prenons pour acquis que la souveraineté absolue est un leurre, voire un mirage, il est adéquat de donner une logique de coopération stratégique, ce qui m'amène dans le second volet de cette communication, la nécessité d'impulser des logiques de coopération stratégique. Voilà. Et il est plus plaisible de parler de coopération diversifiée stratégique, car, comme dit plus haut, la coopération est inévitable dans les relations internationales. La coopération permet alors de passer à l'exercice de la souveraineté partagée entre les différents membres. Voilà. Dans la coopération, la question des intérêts est primordiale. Il ne s'agit pas de coopérer pour coopérer. Aucune coopération ne naît de manière désintéressée. Il faut se mettre ensemble tout en consignant les intérêts nationaux des différents membres de chaque entité avec l'objectif général poursuivi. Il est évident que pour chaque acteur dans la coopération, le contexte soit pris en compte. Il est évident également de cerner ses besoins et d'identifier ses intérêts vitaux et nationaux avant de s'engager dans une quelconque coopération. La coopération implique alors un mariage de raison et non un mariage d'émotion. Cette forme de coopération doit aussi être dynamique pour tenir compte de l'évolution de l'environnement et des nouveaux défis auxquels font face les nations. Étant donné que les pratiques changent, les organisations aussi, à travers lesquelles les États opèrent, doivent aussi s'adapter, doivent évoluer et entreprendre des réformes internes pour plus d'efficacité et avoir plus de confiance auprès de la population. C'est notamment ce défi que la CEDEAO, auquel est confrontée la CEDEAO, l'Union africaine, l'UMOA, et ces organisations doivent accompagner les processus transitionnels en cours, aussi bien à leur sein que sur la scène internationale. Et actuellement, on assiste au fait que le Burkina Faso menace de quitter la CEDEAO en cas d'intervention contre le Niger. Un communiqué conjoint a été réalisé entre le Burkina Faso et le Mali, et il dénonce les sanctions de la CEDEAO et de l'UMOA en tant que telles. Certes, si l'ampleur des sanctions pose problème pour ces États, il ne faudrait pas oublier que les organisations internationales ont un pouvoir normatif et ces sanctions font partie bel et bien de l'exercice de ces pouvoirs normatifs. Quitter la CEDEAO créerait plus de problèmes pour les peuples respectifs dans un monde qui va de plus en plus vers l'intégration. On peut se rappeler du début sur les BRICS, où certains États, quoique ayant certaines autonomies en tant que telles, ont décidé d'intégrer ou ont revendiqué les candidatures pour intégrer les BRICS. Donc, le monde est actuellement à l'intégration, au développement, et non au décloisonnement en tant que tel. Donc, c'est une donnée à prendre en compte, puisque la tendance mondiale n'est pas à la désintégration. Donc, la logique de la souveraineté partagée, c'est celle-là qui doit être mise et qui doit induire une souveraineté relative et non une revendication souverainiste totale. Voilà. Donc, si les sanctions des organisations internationales, comme la CEDEAO et l'UMOA, sont prévisibles, ce sont des sanctions prévisibles en cas de violation, notamment dans les situations de coup d'État, elles ont un impact négatif sur le peuple, mais cela ne doit pas être un moyen, une occasion de vouloir quitter ces différentes organisations. Et à l'endroit de ces organisations, il est nécessaire d'avoir des sanctions ciblées qui n'affectent pas le peuple, parce que les sanctions automatisées et irréfléchies produisent l'effet contraire. C'est de dresser les peuples contre la CEDEAO ou contre les organisations qui prennent ces différentes sanctions. C'est vrai que les coups d'État font peur à tous les gens, quels qu'ils soient civils ou militaires,
Mais il ne faudrait pas que les sanctions soient guidées par les intérêts des chefs d'État. Il faudrait que ces sanctions soient guidées par les intérêts de l'Union en tant que telle. Parce que les chefs d'État passent du gré ou de force, mais les États demeurent. Finalement, on se retrouve dans une situation où ce sont les peuples qui sont pris en otage entre d'un côté les organisations internationales et de l'autre côté les régimes politiques ou les gouvernements de transition qui sont issus de coups d'État. Voilà, donc, pour montrer ici qu'il faut aller davantage vers la coopération. C'est ce qu'il faut. Et non proclamer cette souveraineté, bien entendu, totale en tant que telle. Mais qu'en est-il du contexte dans lequel nous nous trouvons, dans lequel se trouve le Burkina Faso, le Mali, le Niger et autres? Ce qui m'amène ici au dernier pan de cette communication, un contexte politique et sécuritaire questionné. Dans ce contexte politique et sécuritaire questionné, plusieurs questions peuvent se poser. Voilà. Quelle est la vision partagée derrière ces revendications qui sont soumises par nos gouvernements? Des projets, des initiatives sont prises au nom du peuple. Mais de quel peuple parle-t-on? Et comment déterminer le mandat à prendre certaines actions, à faire certaines actions, certaines initiatives au nom du peuple? Est-ce que ces initiatives sont inscrites, ces réformes envisagées, ou cette politique étrangère qui est en train j'ai pas envie de dire, mais cette politique étrangère qui est en train d'être réorientée, voilà, se fait après de larges concertations? Est-ce que les réponses sont inclusives, participatives? Autant de questions qu'il faut se poser. Voilà. Et autour de ces questions, il faut dire qu'il faut un consensus en tant que tel. C'est vrai que les transitions sont souvent considérées comme des fenêtres d'opportunité pour les réformes et pour impulser les changements. Mais encore faut-il que ces réformes ne soient pas faites sans concertation. Donc il faut tenir compte de la participation des différentes couches sociopolitiques aux réformes à impulser. Or, dans le contexte politique, ou le contexte politique actuel, notamment au Burkina Faso et dans d'autres pays en transition, on observe une mise à l'écart des partis politiques et d'acteurs majeurs au sein de l'État. On constate aussi la naissance de certaines organisations de la société civile mobilisatrices de la rue, qui remplacent d'autres. Voilà. Et il faut le dire, il y a aussi dans l'opinion un désenchantement progressif au regard de la conduite, souvent des affaires publiques, au regard de la conduite des transitions. Et surtout que, pour beaucoup, la question sécuritaire reste toujours un problème fondamental. Donc, dans ce contexte, il y a des précautions à prendre, il y a des garde-fous à prendre pour que les transitions puissent avoir un impact transformateur durable à travers les actions et non diviser davantage. Sinon, on se retrouverait dans un perpétuel recommencement. Ce qui veut dire que les actions peuvent être initiées et être remises en cause plus tard s'il n'y a pas ici un élément participatif. Et il y a aussi des actions qui questionnent, quand il y a un sérieux doute sur les principes, les aspirations et les déclarations d'intention des régimes de transition, lorsqu'émergent les discours souverainistes que nous avons évoqués tout à l'heure. Par exemple, la Charte de la transition en Guinée, dans son préambule, adhère aux valeurs et aux principes démocratiques tels qu'inscrits dans la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et autres textes. Quand on vient au Mali, la nouvelle constitution malienne interdit les coups d'État, considère les coups d'État comme un crime imprescriptible, contre le peuple malien. C'est vrai que le Mali s'est gardé de faire allusion à la CEDEAO dans son préambule, mais il n'en demeure pas moins que ce combat de la CEDEAO contre les coups d'État se trouve aussi dans la nouvelle constitution malienne. Au Burkina Faso, le préambule de la constitution est attaché dans ses considérants aux valeurs et principes démocratiques, et le Burkina Faso maintient toujours son engagement ici à respecter ces différents principes au niveau de la CEDEAO et autres. Voilà. Et même au Burkina Faso, les coups d'État sont rejetés. Donc, avec la transition, on n'a pas légalisé quoi que ce soit, on a maintenu la condamnation des coups d'État. Donc, juridiquement, on peut se poser des questions sur le respect de ces États de leurs obligations lorsque, à l'issue de certaines actions, des sanctions sont posées. Les questions peuvent se poser juridiquement. Mais politiquement, on peut comprendre. On peut comprendre politiquement la position de certains États, notamment par rapport aux sanctions des organisations internationales, puisque il y a une forme de solidarité internationale qui s'organise entre les États
qui semblent être liés par le même destin, notamment les suspendus de la CEDEAO. Mais est-ce réaliste, sans le peuple, de vouloir quitter une organisation d'intégration qui, même si elle est imparfaite, représente un espoir pour le peuple? C'est une question. Et dans ce contexte, cette question mérite d'être sérieusement débattue. Et en mon sens, je pense que non, je prends position. Par ailleurs, quand on regarde la durée des transitions, on constate que de nombreux chantiers sont des chantiers colossaux qui peuvent être impulsés, mais qui ne peuvent pas être achevés. Et ça, il faut le dire de manière réaliste. Parce que les militaires n'ont pas vocation à rester au pouvoir, sauf à se civiliser. Donc, pour ces différentes réformes structurelles engagées, il faudrait qu'il y ait un élément participatif. Le contexte le commande. Sinon, ces chantiers-là seront remis en cause plus tard. De même, quand on regarde la crise sécuritaire, le contexte sécuritaire, on constate toujours que la lutte contre le terrorisme n'est pas encore un acquis en termes de résultats positifs en tant que tel. Voilà. C'est la perception. C'est la perception. Voilà. Peut-être que les spécialistes de cette lutte nous diront que dans la réalité, il y a des acquis, mais la perception populaire, c'est le fait qu'il y a un problème. Voilà. Et du coup, face à cette perception, face à cette situation, l'idéal serait de se concentrer sur, bien entendu, les raisons pour lesquelles les transitions sont nées, c'est-à-dire lutter contre les attaques terroristes, résoudre l'intégrité du territoire, réaliser si possible des réformes qui s'imposent. Alors maintenant, spécifiquement pour ce qui concerne l'éco, dont on parle aussi, puisque tout ça rentre dans le cadre de l'éco, il faudrait bien entendu songer à passer à l'éco-CEDEAO. Passer à l'éco-CEDEAO, bien entendu, pour réduire cette influence de la France. Mais en attendant, s'il faut parler de l'éco-UMOA, il faudrait travailler à réviser les accords pour, bien entendu, avoir plus d'autonomie au niveau de nos différents États. Sinon, si les accords ne sont pas révisés, l'éco-UMOA ne serait pas différente, la monnaie ne serait pas différente de l'éco-CFA en tant que tel. Voilà. Et il ne s'agit pas aussi, dans ce contexte, de dire qu'il faut créer une monnaie. Une monnaie ne se crée pas du jour au lendemain. Voilà. Le Mali a tenté l'expérience de quitter, de créer sa propre monnaie, le franc malien. Mais le Mali est revenu dans le mois par la suite après. Mais après avoir été affaibli. Donc cette expérience malienne doit bien entendu nous guider dans les options à prendre. Voilà. Donc il faut aussi dire que tout n'est pas une question monétaire. Ce n'est pas l'aspect monétaire qu'il faut regarder comme la source de nos difficultés. Nos difficultés économiques sont davantage liées à l'absence d'une gouvernance vertueuse et à la déresponsabilisation tant des gouvernements que de leur population. Voilà. On peut se poser la question de savoir si les dirigeants de l'espace CEDEAO, y compris ceux des régimes de transition, regardent dans la même direction. Cette question peut se poser, mais je pense qu'il n'y a pas de doute à dire que les peuples ne regardent pas dans la même direction. Donc la quête effrénée de la souveraineté sous le prisme du populisme, sans un recul politique et sans prendre en compte la nécessaire dépendance à la relation internationale, relève d'une aventure. Sans nécessairement m'inscrire dans la droite ligne de l'aventure ambiguë, en référence à chèque amical, je terminerai en disant qu'il appartient à chaque transition de s'assurer de l'accompagnement du peuple et non de la rue instrumentalisée avant de poser des actes, car il ne s'agit pas de poser des actions d'éclat, mais de poser des actes forts pour que les lendemains soient meilleurs et non pires, et que l'intérêt général demeure toujours la boussole. Donc voici quelques éléments que je voulais partager avec vous, dans l'espoir que je vous sortis de la salle, je ne vais pas demander de faire